tu as eu des vidéos par 3 fois par semaine pendant tout le mois de mars. Et j'ai même commencé à poster des vidéos en avril. Mais moi ça fait un moment que j'ai pas vraiment tourné, alors je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, ça fait super plaisir d'être là. Je suis super reconnaissante de tous les abonnés que j'ai, de la super communauté trop gentille que j'ai et tout. Ça me fait trop plaisir. Et ce soir, comme tu l'as vu dans le titre, je vais te faire la lecture chuchotée du dernier tome de ma trilogie de fantasy. Donc ça s'appelle Camille. Je vais te mettre la playlist juste quelque part en haut. Donc c'est l'un des romans qui a été publié avec ma maison d'édition. Sachant que je ne vais plus avec ma maison d'édition maintenant, mais voilà. Parce que j'ai décidé de partir en auto-édition. Mais ce livre-là, c'est le dernier tome de ma trilogie du coup. Et je suis super contente d'avoir réussi à le terminer. C'était pas gagné. Mais voilà. Du coup, ce soir, on va partir sur la lecture de 2 chapitres. J'espère que ça te plaira. Si tu veux retrouver mes livres sur Amazon, c'est en barre de description. Et si tu n'as pas... Enfin, si tu sais pas de quoi parle cette trilogie, pour le résumer simplement, eh bien... c'est une histoire de clé magique qu'il faut protéger et c'est surtout une quête de soi pour que les personnages se découvrent. Dans le premier tome, c'est une jeune sorcière qui s'appelle Katrina Bartelli à qui on confie une clé magique qu'il faut qu'elle protège. Et cette clé a tendance à passer un peu de main en main. Et dans le dernier tome, donc celui-ci, Camille, c'est Camille Delay qui se retrouve à devoir gérer cette clé d'une certaine manière. Donc ça se passe à peu près, je sais plus combien de temps, 1 an et demi je crois. C'était il y a longtemps que je l'ai écrit. Mais ouais, ça se passe 1 an et demi après la fin du 2e tome, qui lui se passe 3 ans après la fin du premier. Grosso modo, il y a 5 ans qui sont passés entre les deux, 5-6 ans, entre les 3 volumes. Donc les personnages ont beaucoup évolué, notamment celui de Camille. Faut savoir que Camille, à la base, c'est un gars bourré d'ambition qui veut réussir. Son seul but, son seul rêve dans la vie, c'est de devenir premier magistrat des sorciers. C'est président de la République en fait. Clairement, c'est un peu ça. Et en fait, il y a toute une guerre entre les sorciers qui se met en place parce qu'il y a des sorciers qui veulent prendre le pouvoir et notamment certains qui veulent prendre la clé. Et à la fin, eh bien Camille, dans ce dernier tome, je suis désolée pour tous les autres qui n'ont pas lu les 2 premiers tomes, en fait, il retourne sa veste, clairement. Camille décide de passer du côté obscur de la force, si je puis dire. Parce qu'il en a marre et lui, vraiment, son ambition, c'était de devenir premier magistrat. Et rien d'autre. Mais enfin, si c'était que ça, évidemment, il y aurait pas tout un roman dessus. Donc il y a plein de rebondissements, des péripéties. Et là, je vais vous faire la lecture des 2 premiers chapitres. J'espère que ça vous plaira. Ça fait très bizarre en réalité de retrouver ce livre après tant d'années. Parce que j'ai tellement évolué depuis. Mais c'est le jeu. Donc sans plus attendre, la lecture.
c'est parti. Chapitre 1. Camille. Camille Delay traversa le miroir de transport du hall du magistère jusqu'au quartier général. Il ne se cachait plus pour se rendre à la maison. L'entrée s'effectuait directement dans le grand espace à vivre, encombré et nauséabonde. L'endroit était un capharnaüm d'assemblage d'objets hétéroclites. Au style simple et épuré des débuts se mêlaient fauteuils en cuir, tables en formica, tapis élimés, chaises pliantes et lits à barreaux. Les meubles se mouvaient d'eux-mêmes au gré des besoins, rendant difficile la progression des sorciers. De nombreux parents s'inquiéteraient de voir les jouets de leur progéniture abandonnés au milieu des kits de potions et des plantes vénéneuses. Mais pas ici. Des sphères de lumière multicolores volaient d'une pièce à l'autre dans une cacophonie continuelle de plaintes et de jurons. À l'odeur du tabac se mélangeait celle de la grasse et des relents de cuisine. Camille observa son reflet pour s'assurer qu'il faisait bonne impression. Son costume gris lui conférait une allure qui ne lui déplaisait pas. Il resserra le nœud de sa cravate, replaça ensuite une mèche de ses cheveux roux orangés. Il pouvait froncer le nez autant qu'il le souhaitait. Sa tignasse conserverait cette horrible couleur. Il se demandait pour quelle raison les femmes le trouvaient séduisant. Cela tenait peut-être à ses yeux ambre liquide ou à sa musculature. Cette idée lui fit pincer les lèvres avant de tourner les talons. Deux femmes s'affairaient dans la cuisine. Camille salua les 4 joueurs de poker, alcoolisés, qui ne facilitaient pas la tâche des cuisinières. La porte du sous-sol était coincée entre le mur et le réfrigérateur. Gula refusait que l'on y accède depuis l'extérieur. Cette lubie agaçait Camille, car elle l'obligeait à côtoyer tout ce petit monde répugnant. Une enfant était assise sur la première marche de l'escalier. Elle tenait ses maigres genoux repliés autour de ses bras. Sa peau diaphane et ses cheveux presque blancs ne permettaient pas de douter de sa nature vampirique. Eva grelottait comme toujours. Camille s'accroupit près d'elle. « Salut Eva !» Elle se redressa, piquée au vif. Des larmes s'accrochaient à ses longs cils qu'elle chassa par crainte d'attirer l'attention. À 5 ans, Eva était une enfant éteinte et sans joie. Elle ne se plaignait de rien, pas même du manque de magie. Depuis qu'il la côtoyait, Camille gardait des sucreries dans ses poches. Lorsqu'elle vit la sucette qu'il sortit à son intention, le regard de la petite s'illumina. La vampire n'avait guère l'occasion de recevoir de cadeaux. Camille la prenait en pitié. Il se revoyait enfant, inlassablement rejeté par sa propre famille. Si Goulov devrait faire ami avec sa fille, persifla Rodolphe. Les 3 autres joueurs éclatèrent du même rire gras et alcoolisé. Rodolphe gardait son air renfrogné, qu'importe les émotions qu'il éprouvait. Camille lisa les cheveux blonds d'Eva et se releva. L'enfant le dévisageait comme s'il était un héros. « Qu'est-ce que tu crois qu'il me ferait ?» demanda Camille. Eva renifla. Elle imaginait aussi clairement que lui, ce que ferait le prince Ernesto s'il tombait sur Camille. « Il ne serait pas content, » dit celui à la droite de Rodolphe. « Donc, vous, des sorciers, vous vous abaissez devant une créature. Je vois. » Camille
haussa un sourcil. Il venait de gagner la partie. Les 4 hommes évitèrent de se toiser les uns les autres, sachant qu'il avait raison. Les 2 magiciennes échangèrent un long regard muet. Elle aussi lui donnait raison. Seulement ici, elles n'avaient pas leur mot à dire. Pour Camille, feindre de haïr les créatures était aisé lorsqu'il pensait à couleuvre. « Fais gaffe quand même, marmonna Rodolphe. Camille caressa une fois de plus les cheveux d'Eva. La cave à vin était vide depuis longtemps. Des cages magiques remplaçaient le congélateur, le sèche-linge et la machine à laver. Les sorciers enfermés là paraissaient plus morts que vifs. Certainement car ils l'étaient. La puanteur lui serra la gorge. Il ne s'habituait pas au grésillement magique qui bourdonnait constamment. L'espace de stationnement accueillait à présent le chef et sa bande. Camille verrouilla ses pensées. Rien ne devait desservir sa cause. Cuilla trônait sur son siège parsemé de symboles. Camille ne déchiffrait que les références à la grande déesse et au dieu cornu. Le maître de la guilde des nécromanciens arborait de nouvelles marques noires, laissées par les actes de magie. Camille s'inclina devant le maître autoproclamé de la guilde des nécromanciens. Cuilla portait la tenue violette et noire. Elle ne différait de celle des dragonniers que par la couleur de la ceinture et par le port d'un attamé. Camille, maître. Contrairement aux nécromanciens, Camille n'avait pas le privilège de s'asseoir en présence du maître. Il était encore à lycée, en dépit du fait qu'il les ait rejoints depuis 6 mois. Toutes ses croyances avaient volé en éclats en comprenant qui était Palina et sa trahison. Camille serra les poings, pensait à elle, le faisait osciller entre la colère et la tristesse. Le silence tomba dans l'assemblée sous un ordre mental du maître. « Quand aurai-je ce que je désire ?» demanda Cuilla. « Si je maîtrisais l'art divinatoire, je ne serais pas magistrat, » rétorqua Camille. Quelques rires s'élevèrent dans l'assistance. Camille jouait avec le feu. Il espérait depuis sa plus tendre enfance devenir un jour magistrat. À 25 ans, il pouvait se targuer d'avoir le poste le plus prestigieux de sa communauté. Il souhaitait avoir le respect dû à sa fonction. « Dehors !» décréta Cuilla à ses hommes. Cet ordre ne lui était pas destiné. Les membres de la guilde obéissaient aveuglément. Camille enfonça les mains dans ses poches. Il sentit son attamé dans son fourreau de cuir près de sa ceinture. « Dis-moi où en sont nos recherches. » Camille ne possédait aucune nouvelle information. C'était bien là le problème. Si Cuilla n'obtenait pas bientôt des résultats, Camille sentait que ce serait à lui de payer le prix. « J'imagine que la tsarine reste dans son pays, » articula Cuilla. « Sortez-vous du vôtre. Tu aurais dû penser qu'en me rejoignant, je perdrais mes chances de l'espionner. » « Vous m'avez nommé magistrat, » lui rappela Camille. « Il aurait été difficile de faire croire que je n'étais pas à votre service. Je voulais que tu unifies ce pays de dégénérés. Et c'est ce que je m'efforce de faire. » Cuilla passa la langue sur ses dents. Camille paierait pour cet affront. Le calme du maître sonnait faux. L'angoisse monta dans lui. Camille contrôla les tressaillements de ses lèvres. Cuilla aimait jouer avec ses victimes. Camille était bien placée pour le savoir, après des semaines à souffrir sous les sorts du tatoué. Il ne comptait pas réitérer l'expérience qu'il avait conduite dans les limbes. La loyauté
se gagnent, ils verront que votre présence nous est essentielle, déclara-t-il avec aplomb. Ne me sors pas ton baratin. Tout ce que je veux, c'est cette maudite clé et l'accès au sanctuaire. Après ça, nous pouvons tous crever, moi comme mes semblables, pensa Camille, qui resta stoïque. Cuya lui signifia qu'il pouvait disposer. Attends, j'allais oublier. Tu te maries la semaine prochaine. Ta première femme est morte, alors donne l'exemple. Camille marqua un temps d'arrêt. La main dans sa poche, il tourna son alliance autour de son annulaire. La magie rendait ce bijou invisible tant à l'œil qu'au pouvoir, mais elle était bien là, et il sentait tout le poids du passé. Bien sûr, répondit-il la gorge sèche. Chapitre 2. Ernesto Couleuvre. Pitié, implora la fille, ramène-moi à la maison, William, pitié, s'il te plaît. L'entrave à sa cheville l'empêchait d'avancer jusqu'à eux, car Couleuvre ne l'aurait pas toléré. Que lui as-tu encore fait demanda William Gordon, 12e du nom. Cela n'avait aucune importance, mais Linda Vagan lui était assez utile pour qu'il la garde enfermée et s'amuse avec elle de temps en temps. Mais ses couinements l'insupportaient. Avant, elle partageait son lit avec plaisir. Mais tout avait changé. Le sorcier s'avança vers la blonde aux cheveux emmêlés et lui donna un verre d'eau et de quoi s'alimenter. Veille à ce que les esclaves soient nourris correctement. De leur santé dépend notre fortune. Tu ne penses qu'à l'argent, répliqua le vampire, ponctuant sa phrase d'un geste de la main. Il garda pour lui le fait que William Gordon aimait satisfaire ses désirs avec les captives. Couleuvre avait appris à composer avec les sautes d'humeur du député. Gordon avait le bras long et un père qui le défendait devant le Parlement et la Chambre des sorciers. William montra les dents lorsque le vampire lui déplaisait, mais les menaces qu'il proférait n'étaient jamais vaines. Il l'avait appris à ses dépens. Maintenant, il se montrait plus prudent. Ernesto s'efforça de brosser son acolyte dans le sens du poil. Les visites du politicien s'achevaient rapidement quand il offrait ce qu'il désirait. Alors il jura qu'il prendrait soin de Melinda. Mentalement, le prince calcula combien d'argent il faudrait à Gordon pour finir le mois. Puis il extirpa son portefeuille. Contre toute attente, l'autre n'y prêta pas attention. William, en sortant son attamé, détacha Melinda, qui regarda sa cheville avec stupéfaction, au lieu de s'enfuir comme Ernesto s'y attendait. La sorcière se recroquevilla contre le mur. William s'installa dans le fauteuil face à lui et se fit apparaître un verre de cognac qu'il tournoya lentement dans sa main, observant le liquide ambré qui manquait à chaque fois de se renverser. Quant à lui, il rangea son argent. Pourquoi ne te sers-tu pas d'elle pour séduire Camille? Il est veuf, les nuits doivent lui paraître longues. Les nuits, je ne sais pas, mais ses journées sont bien remplies. Magistrat est un job à plein temps. Penser à Camille, Delay lui mettait le sang en fusion. Delay obtenait tout ce qu'il désirait, les femmes, le pouvoir et maintenant une place auprès de Gula. En quelques mois, il était devenu monsieur indispensable. Alors qu'Ernesto manigançait depuis des années pour acquérir le respect des nécromanciens. « Je hais les sorciers, se dit-il en serrant les poings. Couleuvre ferait bien ravaler son demi-sourire de premier de la classe au député, mais il se raisonna. Gordon pourrait
aisément trouver ailleurs l'argent de la corruption, de la drogue, de la prostitution et de l'esclavage. Mais lui devait faire confiance à ce satané sorcier pour ne pas croupir en prison. Goulev s'accrochait au sentiment qu'avec le temps il parviendrait à comprendre ce que Gordon cachait. Une nuit de beuverie, il en avait touché 2 mots, mais sans qu'Ernesto ne puisse tout lui arracher. Ernesto était patient, il finirait par savoir. Sois aimable, se commanda-t-il, un jour. Ernesto imagina tout ce qu'il ferait subir au député. La colère redescendit pour laisser place à un sentiment de toute puissance. Le bonheur total lorsqu'il évoqua le sort qu'il réservait à ce fou turc. « Oh oui, un jour ils me mangeront dans la main, jubila le prince. Tu es jaloux, s'esclaffa William. Tu entends ça, ma jolie? Mélinda remua certainement pour regarder le mari de sa sœur. Le député ne savait pas lire les pensées, c'était une chance. Sans quoi, il aurait compris toute la haine qui l'animait elle aussi. Ce n'est pas à se tordre de rire. Tu couches avec la tsarine, ça devrait compenser, ajouta Gordon en s'adressant à lui. Ernesto se garda bien de confesser que Palina ne lui ouvrait plus son lit. Il en concluait qu'elle éprouvait des sentiments pour ce rouquin prétentieux. Il avait eu la bêtise de se laisser berner par les sorts et le mal noir. Cela non plus, il ne pouvait le confesser. Camille va se marier. Le maître en a décidé ainsi, annonça Ernesto. Dans son coin, Mélinda se mit à pleurer. William haussa ses sourcils bruns, intrigué par cette nouvelle, et lui demanda qui était l'heureux élu. La cause d'un nécromancien,